Aujourd'hui, on va parler des nomades digitaux, des perpetual travelers et je vais te développer deux idées reçues qui sont totalement fausses et surtout je vais te donner deux précautions auxquelles il faut que tu fasses attention si tu désires être nomade digital, si tu désires être perpetual traveler. Donc dans cette vidéo, on va parler des 183 jours, on va parler des banques en ligne, on va parler de la notion de conflit de résidence fiscale et du compliance. Donc c'est parti, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je me suis pris quelques petites notes comme d'habitude, tu pourras retrouver ces notes dans la description de la vidéo. Et dans un premier temps, on va développer deux fausses idées qui ont la vie dure, qu'on entend souvent à propos des nomades digitaux, à propos des perpetual travelers. Une chose qu'on entend souvent, c'est on entend, voilà, si je reste moins de 183 jours dans chaque pays que je me déplace, je n'ai pas de résidence fiscale. Alors ça, c'est totalement faux. On va prendre l'exemple d'un Français. Si par exemple, tu désires t'expatrier de la France, au moment où tu pars, il va falloir que tu fasses une déclaration d'expatriation vis-à-vis de la France. Donc je te ferai sûrement une vidéo ou du contenu sur la particularité, sur la spécificité de la déclaration d'expatriation de la France. Mais voilà, à partir du moment où tu vas décider de t'expatrier et de partir de la France, tu vas faire une déclaration d'expatriation et surtout, il va falloir que tu proposes, que tu opposes une nouvelle résidence fiscale. C'est ce qu'on va voir un petit peu à la fin de la vidéo. Bien évidemment, il y a plein de subtilités, il y a plein de cas. Si par exemple, tu décides de partir, d'être nomade digital et que ta femme ou que ton mari reste en France ou que tes enfants sont à l'école en France, normalement, tu seras encore considéré résident fiscal. On oublie la notion des 183 jours dans la plupart des États et la France en fait partie. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le foyer fiscal, où c'est, on va dire, l'habitation permanente sans notion de durée. La notion de durée, les 183 jours, rentre en compte, mais souvent dans les derniers critères. Ce qui compte, c'est le foyer permanent, on va dire le foyer fiscal, ton lieu d'habitation principal. Donc ça, c'est la première fausse idée sur les 183 jours. La deuxième fausse idée qu'on entend souvent, on nous dit souvent, pardon, je vais utiliser les banques en ligne, je vais utiliser TransferWise, je vais utiliser Revolut, je vais utiliser N26. Alors la question que je vais te poser, c'est tout simplement à partir du moment où tu vas ouvrir ce compte bancaire avec les banques en ligne, on va prendre l'exemple de Revolut, on va te demander un justificatif de domicile, on va te demander une adresse, on va te demander par exemple des identifiants fiscaux, TIN, NIF, etc. Et la question que je te pose, c'est si tu n'en as pas d'adresse, si tu n'as pas d'autres identifiants fiscaux que tes références françaises, lesquelles tu vas donner. Donc c'est pour ça que si tu n'as pas d'autres résidences fiscales, tu vas être obligé de donner toutes tes informations françaises et donc tu seras toujours considéré résident fiscal français. Ça, c'est le problème des banques en ligne et les idées reçues qu'on entend un petit peu partout. Et maintenant, je vais te donner deux précautions qui me semblent importantes à avoir si tu décides d'être nomade digital ou perpetual traveler, ou en tout cas pour éviter de faire des bêtises. Le libre-échange d'informations bancaires, donc tout ce qui est compliance, tout ce qui est CRS, c'est on va dire un petit peu l'ennemi, même s'il n'y a aucun ennemi, mais c'est un petit peu l'ennemi des nomades digitaux et des perpetual travelers. Pourquoi? Tu le sais, il y a énormément de conventions fiscales internationales, il y a énormément d'accords entre les États et il y a beaucoup d'États qui ont signé des accords tout simplement, je ne vais pas dire pour faire plaisir, mais pour être un petit peu dans la légalité fiscale, pour la lutte contre l'évasion fiscale, qui l'évasion fiscale, elle, est totalement illégale. Sauf qu'il y a des pays qui ont signé ces documents, qui ont signé ces accords, mais qui n'ont pas forcément les moyens de lutter contre, on va dire, cette illégalité fiscale. Par contre, le système bancaire, lui, il est très avancé. Et c'est souvent l'ennemi du perpetual traveler, c'est ce que je te disais. À partir du moment où tu ouvres un compte bancaire, on va te demander beaucoup d'informations. Et c'est souvent ça qui va faire pour les gens qui sont dans l'illégalité, qui vont se faire un petit peu pincer. Donc le libre-échange d'informations bancaires, le CRS, le compliance, toutes ces choses-là, eux, ils sont à la pointe, ils sont en avance, ils sont en tout cas beaucoup plus performants. Donc c'est la première chose à laquelle il faut que tu fasses attention si tu décides d'être nomade digital ou perpetual traveler, c'est le libre-échange d'informations bancaires. Et ensuite, c'est tout simplement le deuxième point auquel il faut que tu fasses attention, c'est où est-ce que tu vas être considéré comme résident fiscal. Je te l'ai dit, si tu décides de t'expatrier, si tu décides de partir de France, il va falloir que tu proposes, que tu opposes une nouvelle résidence fiscale. Et donc, il va falloir que tu fasses attention si par exemple tu aimes passer du temps, je n'ai pas l'exemple en tête, mais si tu aimes passer du temps en Thaïlande, il va falloir que tu fasses attention à quel moment est-ce que tu es considéré résident fiscal thaïlandais. Si tu passes du temps aux États-Unis, à quel moment il va falloir que tu saches si tu es considéré résident fiscal américain. Ce que je veux te dire, c'est qu'il va falloir que tu saches quels sont les critères du pays où tu vas passer du temps pour savoir si tu as envie ou non d'être considéré résident fiscal. Bien évidemment, le but, c'est d'être résident fiscal d'un pays où tu payeras très peu, voire pas d'impôts, et où tu aimes passer du temps. Mais ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est qu'en fiscalité, et notamment en fiscalité internationale, la présomption de culpabilité compte toujours. C'est-à-dire que tu es, on va dire, en illégalité fiscale jusqu'à ce que, ou tant que tu n'as pas apporté les preuves d'une autre résidence
fiscale. Et si tu n'arrives pas à prouver ta résidence fiscale, il va y avoir des conflits de résidence fiscale entre les différents pays. Donc chacun des pays va vouloir te récupérer, bien évidemment, pour récupérer tes impôts. Et si vraiment on n'a aucun moyen de faire la différence, alors ce qui prime, ça va être ta carte d'identité, ça va être ton passeport, et donc tu seras encore considéré résident fiscal français. La vidéo, le but, c'est pas du tout de te faire peur, mais c'est juste te dire qu'il faut bien faire les choses si tu veux t'expatrier, si tu ne veux plus être considéré résident fiscal français, contrairement à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux où les gens voyagent et te disent, bah voilà, je paye plus d'impôts, je voyage. Il faut la plupart du temps considérer résident fiscal français encore. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu veux en savoir plus ou que tu veux travailler avec nous, c'est avec un plaisir. Tout est dans la description comme d'habitude. Et en attendant, je te souhaite une agréable journée ou une agréable soirée.